Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Après la soixantaine de personnes libérées en août 2017 pour les délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Paul Biya, président de la République du Cameroun, vient de décider de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre 289 personnes arrêtées et détenues dans le cadre de cette affaire, je me retrouve, c'est pas nouveau, mise en œuvre, et cette décision, madame, monsieur, sera mise en œuvre à la diligence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, 289 détenus bientôt libres, c'est le fait du jour, madame, monsieur. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, 289 détenus bientôt libres, c'est le fait du jour, madame, monsieur, je l'ai dit. Pour en parler, je suis avec Alain Djipo. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou et merci de l'invitation. Bonsoir particulier à vos téléspectateurs. Voilà. Que je retrouve après quelques moments de... Ouais, vous êtes là pour commenter cette actualité. Absolument. Voilà, absolument. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sur ce plateau également, Didier Ndengue, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Oui. C'était un plaisir d'être là pour la première fois. Voilà, vous êtes là pour la première fois, journaliste blogueur. Effectivement, oui. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Sur ce plateau aussi, un habitué, Maître Georges Teguem, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. Voilà. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, je tiens à le rappeler. Madame, monsieur, je vais donc vous lire en intégralité ce communiqué. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a décidé ce jour de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre un certain nombre de personnes arrêtées pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 289 détenus au total sont concernés par cette décision qui sera mise en œuvre à la diligence du ministre délégué à la présidence chargée de la défense, intervenant après la création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, CNDDR. Cette décision du chef de l'État procède de sa volonté de permettre à ceux de nos compatriotes de ces deux régions désireux de renoncer à la violence et de revenir dans le droit chemin, de pouvoir de nouveau participer à la grande œuvre de construction nationale. Le chef de l'État réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche ses efforts dans la recherche des voies et moyens d'une résolution pacifique de la crise qui affecte ces régions de notre pays, en vue de la normalisation souhaitée par l'immense majorité du peuple camerounais. Yaoundé, le 13 décembre 2018, le ministre secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Maître Teguem, je commence par vous. Première réaction. Une bonne nouvelle. Un pas de plus vers le dialogue, un pas de plus vers la fin des mouvements vers un pas de plus vers les éventuels auteurs des actes malveillants. Un pas de plus dans le sens du règlement de ce malheureux différend. Oui. Notre pays, comme vous le savez, traverse une crise suffisamment grave. Chaque fois que j'en parle, je le dis, je ne cesserai jamais de le dire. Tout ce qui parlait dans le sens d'un règlement amiable ou alors un règlement par le dialogue de cette crise arrangerait la situation. Et c'est pour le bien de tout le Cameroun, c'est pour le bien de nous tous, c'est pour l'unité de notre pays. Et il y va de notre intérêt à nous tous. Le président de la République, dans ses missions, a instruit cette mesure qui est salutaire, comme le DDR, parce qu'il s'agit de se rapprocher le maximum possible des éventuels belligérants. Vous savez, cette crise a une particularité, c'est que vous ne pouvez pas désigner avec exactitude les leaders. Alors, si en libérant certaines personnes poursuivies... Tshisekedi, pour vous, n'est pas un leader? Je ne sais pas comment vous l'identifier, parce qu'il a demandé 60 personnes non encore identifiées.
Peut-être que vous êtes dans les secrets. Non, parce que vous dites qu'une crise qui n'a pas de leader. Je vous pose donc la question, est-ce que Sissoko n'est pas un leader? Je ne sais pas s'il est un leader, parce que je vous dis, le problème, effectivement, de cette crise, c'est qu'il n'y a pas un interlocuteur crédible du côté des revendicants ou alors du côté des assaillants. Il n'est pas certain qu'en libérant Sissoko, vous aurez la paix souhaitée. Donc, moi, je pense qu'il s'agit d'un pas de plus. On verra, laissons le temps nous dire si cette mesure sera salutaire et aboutira au dialogue voulu par M. le Président de la République. Ok. Didier Ndengue, pour vous, c'est aussi une bonne nouvelle? Effectivement, c'est une décision qui arrive à point nommé, et surtout que nous vivrons les derniers jours de l'année 2018. Pour moi, c'est un bon cadeau de fin d'année, surtout à nos frères qui se sentaient vraiment délaissés. Je pense que c'est un geste et c'est une promesse du chef de l'État qui, pendant sa campagne présidentielle, avait dit à Marois qu'il va rechercher des solutions pour que les deux régions en crise, les deux régions anglophones en crise retrouvent la paix tant souhaitée par les Camerounais. Donc c'est une mesure salutaire et j'espère que le président va aller dans ce même sens jusqu'à ce que ces deux régions ainsi que les régions septentrionales du Cameroun retrouvent également la paix et que l'économie du pays démarre effectivement et que les grands chantiers suivent également. Pour moi, c'est une bonne mesure. Maintenant, il faut voir la suite parce que après cette première mesure, il va falloir mettre le pied sur l'accélérateur pour répondre vraiment aux revendications. Une deuxième mesure, hein, oui. Après oui. 2017, avec Abourbala, Fontaine, Dr Fontaine et les autres. Oui, effectivement, mais on en veut plus. Oui. Donc, quand... Oui, donc après cette mesure, la mesure de ce soir, je pense que le président pense à d'autres solutions pour sortir le pays de ce chaos qui nous a fait perdre beaucoup de choses, notamment la CAN 2019, l'organisation de la CAN. Je pense que le président en est conscient, ainsi que tous ses collaborateurs qui vont davantage œuvrer pour que le pays soit, que l'image du pays soit soignée au niveau national et international. Alain Djipo, un pas de plus. Oui, on a quand même une volonté des pouvoirs publics, du pouvoir de Yaoundé à sortir de cette crise. Un autre geste. S'il fallait attribuer une mention au régime de Yaoundé, je dirais mention peut mieux faire. Je ne veux pas jouer les rabat-joie sur ce plateau. Je voudrais tout juste indiquer qu'il ne faut pas prendre ça avec beaucoup de triomphalisme. Sachons avoir raison gardée pour dire que ce n'est qu'une mesurette, parce que si on tient compte d'un certain nombre de préalables d'ensemble qui avaient été posés dans l'optique d'aller vers la résolution pacifique, n'est-ce pas, de cette crise qui mine les régions du sud-ouest et du nord-ouest, il faut bien se souvenir que ces préalables n'ont pas été entièrement respectés. Mais déjà, comme les panélistes l'ont dit sur ce plateau, c'est déjà un pas. On ne va pas faire la fine bouche, on va non plus applaudir des deux mains cette mesurette, étant entendu qu'il y a encore un ensemble de préalables qu'il faudrait concéder et mettre et implémenter des mesures. Là, ce sera des... Là, on va parler de mesures, parce que là, vous parlez de mesurettes. Oui, parce que en fait... Qu'est-ce que vous considérez comme mesure? La mesure pour vous, c'est quoi? La première des choses dans cette affaire, c'est de permettre aux uns aux autres de s'asseoir autour d'une table, se parler, questionner. Mais comment on va se parler alors qu'on est en prison? Il y a bien une plateforme. Il faut libérer les gens. Il y a une plateforme qui a été dessinée par le cardinal Christian Toumi et les autres leaders religieux, et qui devrait permettre à ce que les leaders dont le maître parlait, qui ne sont pas des personnes identifiables, qu'à travers cette plateforme, qu'on puisse donc désigner les mandataires officiels pour pouvoir représenter les intérêts, n'est-ce pas, de ces populations des deux régions concernées par cette crise. Alain Djipo, je crois qu'il me souvient quand même que le 25 juillet, lorsque le cardinal Toumi et les autres leaders religieux se sont retrouvés ici à Douala, c'était pour, entre autres mesures, c'était la libération de certains
Oui, oui. Personnes qui étaient détenues. Vous constatez avec moi que le régime de Yaoundé procède par dose homéopathique. Oui. C'est-à-dire c'est des mesures parcellaires. Et c'est pour cela que ça ne donne pas toute l'expression. Vous serez attendu à quoi? À ce qu'il y ait un ensemble, un train de mesures pour régler définitivement et sur la durée, n'est-ce pas, la décrispation dans ces zones-là. Oui. C'est-à-dire qu'au même moment, on décide de libérer les prisonniers, oui. toutes les personnes qui sont poursuivies dans le cadre de cette crise anglophone. On demande à tous les belligérants de déposer les armes. On demande surtout la forte militarisation, qui est une demande forte des leaders dont vous ne voyez pas l'identité. Donc, c'est une demande forte, n'est-ce pas, et qui fait partie, n'est-ce pas, des préalables posés par un ensemble de personnes qui sont soucieuses de ce que la paix doit revenir dans ces régions-là. Et donc, face à cette façon de procéder, ça ne donne pas toute la dimension de la volonté réelle qui se dégage derrière ces actes de juguler un problème qui dure depuis quand même déjà 2 ans. Donc je reste un peu sur ma faim en disant que il faudrait pas qu'on soit triomphaliste. Oui. On va pas non plus balayer du revers de la maison, du revers de la main, oui. Cette mesure. C'est à saluer dans sa stricte proportion, mais il faut aller au-delà. Okay. Et le plus vite serait le mieux. Alain Djipo, pour mieux vous comprendre, donc pour vous, à côté de cette mesure, il fallait... Il y a encore d'autres actions fortes. Annoncer la démilitarisation de ces régions et annoncer aussi l'ouverture d'un dialogue. Naturellement. C'est ça qui vous aurait satisfait? Oui, ça serait un ensemble, ça serait un train de mesures. Une fois, vous pensez que... Oui. Avant même tout ceci, avant même la création de la commission de désarmement, de démobilisation et de réintégration sociale. Vous avez vu que le régime a mis la charrue avant les bœufs. Nous avons fait des dénonciations dans ce sens. Heureusement, oui. On est obligé de fonctionner comme ça dans ce pays, parce que si quelqu'un vous explique le Cameroun et vous comprenez, c'est que vous n'avez rien compris du tout. Maître Tegem, pour Alain Djipo, il fallait... C'est pas suffisant. Monsieur Djipo, j'ai l'impression que bon, pour lui, il pense qu'on règle les problèmes en un jour. Monsieur Djipo, quel que soit ce que vous devez faire dans la vie, il faut aller par étapes. Bon, je ne suis pas là pour vous faire la leçon. Vous avez votre façon d'appréhender la vie. Mais moi, je pense que pour chacun d'entre nous et pour ce que chacun fait, on constate que dans tout, on va par étapes. Lorsque vous allez à l'école, vous commencez par le cours d'initiation, vous passez au CP, vous allez jusqu'en terminale, vous avez le bac, vous allez en licence. C'est par étapes. Rien dans la vie ne se fait d'un coup. Pour devenir médecin, on fait un stage. Pour devenir avocat, on fait un stage. Pour devenir architecte, on fait un stage. Même les grands métiers ou les professions organisées, on passe par les étapes. Pour régler une crise comme celle-ci, moi je pense que le président de la République n'a pas failli jusqu'à présent. Il va à son rythme. Il essaye d'obtenir au mieux des intérêts du pays qu'il a en charge de préserver, parce qu'il est le garant de l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance. Il est le garant de la cohésion nationale. Mais quand il faut prendre des mesures, il ne peut pas aller en prenant un package en un coup. Vous dites qu'il n'a rien fait dans le cadre du dialogue. Le DDR, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est un organe de dialogue. Puisque dans le DDR, les gens viennent pour le désarmement. Ensuite, on les forme. Ensuite, on les réintègre. Il y a une série d'étapes qui se font à l'intérieur, au sein du DDR. Lorsque vous parlez de l'Église catholique, j'étais ici, il se souvient, avec un des principaux organisateurs de la conférence. Oui, mais c'est parce que, effectivement, ils ont échoué parce que c'est pas facile. Et ils pensaient que c'était facile. Ils ont convoqué la réunion. Ils ont constaté que si la réunion avait lieu, il y avait des risques d'escalade. Alors, le gouvernement responsable et qui connaît un peu mieux, enfin, pas un peu, qui connaît mieux les problèmes que nous, a pris une série de mesures. Il y en a déjà 2. Vous dites que ce sont des mesurettes, mais pour nous, ce sont des mesures fortes qui vont dans le sens d'un règlement. En cette période, vous êtes du régime. Merci de l'information. Enfin, moi, je sais pas, c'est pas ce que je dis, mais ce sont des mesures fortes. Vous dites, mais on parle d'une mesure qui a été prise. Ça, on ne discute plus sur une éventualité. On parle d'une mesure effective. Maintenant, lorsque M. Djipo essaie de démontrer qu'il fallait également, en même temps, mettre en place l'instance de dialogue, j'ai déjà répondu sur ce point, qui a le DDR. Lorsque vous dites que c'est une mesurette, je vous signale qu'il y a quelques années, on a libéré
le confrère Bombala, on a libéré le professeur Fontaine et tout ça, mais la crise a continué. Lorsque vous dites qu'il faut démilitariser, non, moi je pense même pas que ce soit militarisé, c'est sécurisé, c'est pas militarisé. Parce qu'il faut bien faire parce qu'il y a une approche sémantique, il y a la sécurisation, il y a la militarisation. Moi je pense que si les militaires sont là-bas, c'est parce qu'il y a un problème. Pourquoi les militaires ne sont pas à Douala? Pourquoi ils ne sont pas à quoi? Pourquoi les militaires ne sont pas à Yaoundé? Pourquoi ils ne sont pas, je sais pas, à Yoko, je sais pas où? Les militaires sont dans les zones où il y a un problème et le gouvernement, dans sa responsabilité, monsieur le président de la République, étant le principal responsable, garant de l'unité nationale, il lui revient à lui de prendre des mesures en fonction des informations qu'il reçoit du terrain. Je répète, vous ne pouvez pas, monsieur Ndjipo, sauf à être le meilleur d'entre nous, nous dit que vous connaissez tous les leaders de ces mouvements sécessionnistes. On ne les connaît pas, ils ne sont pas identifiables puisqu'ils n'avancent pas en indiquant nous voici. Vous ne pouvez pas le dire. Si vous le saviez, aidez-nous à régler ce problème. Vous êtes Camerounais, ça vous concerne aussi. Ça nous concerne aussi. Okay. Donc si vous pouvez régler, aidez-nous à le régler. Didier Ndege, lorsque le ministre secrétaire général dit que arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre un certain nombre de personnes, 289 au total, là-dedans, vous voyez Sissi Kouayou? C'est vrai que je m'attendais à la publication de la liste de ces détenus-là et j'espère que les autorités vont... Non, on peut le faire pour la transparence. Donc c'est pour assurer les Camerounais. Parce qu'on peut faire une grande annonce comme celle-là et voilà. Donc vous n'y croyez pas? Si, je crois que c'est une mesure présidentielle. Oui. Bien sûr, mais pour plus de transparence, j'aurais souhaité, bon, dans les groupes WhatsApp et bien d'autres... Donc vous attendez qu'à côté de ce communiqué du ministre Ngongo, qu'on mette la liste des 289 j'aurais souhaité pour plus de transparence. C'est pour les Camerounais, c'est pour assurer le peuple camerounais. Bon, maintenant, je vais un peu rejoindre Alain. Une minute pour plus d'éclairage. On va demander à Maître Tegem. Lorsque le ministre Ngongo dit cette décision sera mise en œuvre à la diligence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. En français facile, pour ceux qui nous regardent. C'est le tribunal militaire qui a saisi du dossier. C'est le MINDEF qui a autorité sur cette juridiction spécialisée. Oui. Et il me semble que c'est à ce titre qu'il a été désigné. Et je suis certain que dans les prochains jours, il prendra des mesures pour nous faire porter à notre connaissance la liste des personnes qui seront visées par la mesure. Et certainement, ils sont en train de faire un travail sur lequel je ne peux pas encore me prononcer puisque je ne suis pas ministre de la Défense ni président de la République. Ok. Oui, je voulais un peu argumenter juste le propos d'Alain Djipo qui considère cette grâce présidentielle comme une mesurette. Une mesurette, je dirais certainement parce que les décisions dans le cadre de la résolution de cette crise anglophone vont un peu trop lentement. Et on a l'impression que les choses ne bougent pas rapidement. Mais le président a dit tout à l'heure que le président va à son rythme. Oui, mais ça va au ralenti. On aurait souhaité que les choses bougent rapidement, qu'on arrive vraiment à une vraie résolution à la fin de cette année, en fin décembre. Chaque jour et chaque seconde qui passe compte. Bon, maintenant, nous avons, pour rejoindre Maître, le président de la République, prenons les choses à partir du 6 novembre. Du 6 novembre. Il a demandé aux jeunes là-bas de déposer les armes. Effectivement. Oui. Le rythme est trop long. Non, le 30 novembre. Pendant que les regards étaient focalisés sur Ahmad Ahmad qui nous retirait la canne, le même jour, le président a créé le comité. Voilà, le 30 novembre. Une date qu'on ne peut pas oublier. Ce jour-là, il a créé le CND. La semaine dernière, je crois, on a nommé le coordonnateur Fayengo Francis. Oui. Aujourd'hui, 289. Comptez un peu les jours. Par exemple, il prend une semaine pour régler, pour publier, pour prendre une mesure. Il peut prendre des mesures tous les jours pour que ça ait l'impression d'avancer rapidement. C'est à ce niveau-là. Le président, il travaille à son rythme, comme le maître le disait tantôt, mais l'idéal serait qu'il accélère. Le septennat, 7 ans, ce n'est pas 14 ans ou alors 36 ans. Donc le président de la République ainsi que ses collaborateurs, juste après cette mesure, il faudrait bien que le ministre chargé de la Défense passe directement à l'acte et que les Camerounais se sentent vraiment chez eux, les ressortissants de la zone anglophone. Effectivement.
Oui, Alain Djipo. Non, juste pour dire qu'en réalité, il ne faut pas penser que il faut prendre tout un siècle pour résoudre ce problème. Au regard de la situation critique, au regard du dépérissement actuel qu'on vit dans ces régions, je crois que cette situation commande des mesures urgentes. Oui. Il n'y a pas de place pour la distraction, la détente, pour aller dans l'esprit de maître qui voudrait que M. Biya pris un siècle après avoir fini de ronger un peu, de se ronger les méninges, qu'ils viennent avec des mesures qui n'ont pas une portée significative importante sur la décrispation globale dans les deux régions en difficulté. Donc moi je voudrais maintenir la position initiale que j'ai prise ici sur ce plateau en disant que ok, nous sommes en train d'aller vers la pacification de ces régions qui sont sous qui sont en conflit pour des raisons que nous connaissons. Le problème de fond reste entier. Tout ce qui a été fait jusque-là, ça c'est de la périphérie, relève des problèmes périphériques. La création du fameux comité, de la fameuse commission de désarmement, la libération de quelques personnes, 289, ensuite de celles libérées il y a un an, plus d'un an. Oui. Il y a plus d'un an. Tout cela sont juste des préalables qui avaient été, une partie des préalables, il faut le dire, qui avaient été posés par ceux qui défendent cette cause, notamment les anglophones eux-mêmes. Ils ont égrené un chapelet de problèmes. Parce que dans leur chair, ils ne se sentent pas camerounais. Dans leur vie au quotidien, ils se sentent marginalisés. Et donc, il faut des mesures fortes pour pouvoir non seulement faire revenir la paix, il faut des mesures de bonne gouvernance pour permettre aux populations d'améliorer les standards de vie dans ces deux régions. Parce qu'un des problèmes de fond dans ces régions, ce n'est pas simplement les armes qui tournent, c'est d'abord les conditions de vie qui sont désastreuses. Et quand la guerre s'en mêle, l'avocat demande qu'on prenne le temps pour ne pas apporter des solutions fortes et durables quand des vies, de plusieurs vies humaines sont sous la menace de la famine, sont sous la menace des armes. Beaucoup de milliers de personnes, des Camerounais, sont aujourd'hui déplacés. Ils fuient dans les régions plus ou moins sécurisées. Ils vont à l'étranger chercher des abris. Et la crise humanitaire est telle que l'urgence commande à ce qu'il y ait des mesures fortes pour parer au plus pressé. Donc on n'a pas le temps de se ronger les pouces. Ok. Maître Tegem, on va revenir à ce débat sur le 6 novembre. Le président, lors de son discours d'investiture, a demandé à la jeunesse lapin de déposer les armes. Et il y a eu ce fameux jour, le 30 novembre, qu'on est loin d'oublier, il a créé le CNDDR. Et aujourd'hui, il y a un débat qui est né sur le timing. Est-ce que ce comité ne devait pas arriver après? Est-ce que beaucoup pensent qu'on a placé la charrue avant les bœufs? Serge Alain, voyez-vous, je ne suis pas Monsieur le Président de la République, mais j'essaye de comprendre les décisions qu'il prend. Et mon devoir, c'est d'expliquer un peu. Oui. Serge Alain, il faut situer la crise anglophone en 2016. Ça commence par les grèves des enseignants et des avocats. Il est mis en place des commissions spécialisées au ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère des enseignements secondaires, de l'éducation de base et au niveau du ministère de la Justice, sous la coordination du ministre directeur du cabinet de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Les réunions ont lieu, les responsables syndicaux sont reçus. Il y a une réunion qui se tient le 30 décembre 2016 à Bamenda. Au cours de cette réunion, les ministres Famidongo, les ministres de l'enseignement secondaire et les ministres de l'éducation de base présents acceptent pratiquement toutes les revendications qui étaient formulées. Il s'avère simplement que par les réseaux sociaux, la population qui était en dehors est informée de ce qu'on est en train de faire pression sur les leaders syndicaux qui acceptent tout. Les gars sortent pour vouloir informer la population des résolutions qui avaient été prises au cours de cette réunion. Les populations disent non, on a mis pression et l'affaire déclenche et devient autre chose. C'est une crise qui est suffisamment grave pour parler avec autant de légèreté que j'entends mon voisin d'en face. Écoutez, M. Djipou, lorsque vous dites que mesures fortes, je ne sais pas ce que vous entendez par mesures fortes. Lorsqu'il y a une crise, on installe, ou si vous voulez, on met en place des organes de dialogue. Ça a commencé par les crises qui étaient corporatistes, on a mis en place des organes de dialogue. Ça a dérapé vers
une folie meurtrière qui crée des problèmes. On a mis en place la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et multiculturalisme. Le président de la République, soucieux de l'unité nationale, met en place ou alors prend des mesures qu'il estime nécessaires à régler les problèmes. Alors, il y a des enlèvements d'enfants, il y a des tueries. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à l'armée, allez sécuriser. Voilà comment le président de la République agit. Finalement, on dit non, c'est parce que vous avez arrêté une série de personnes, libérez-les. Il prend des décisions, il les met en liberté. La crise continue. Alors, on dit qu'il a mis le CDR. Maintenant, c'est qu'il a mis le CDR, le CDDR, la charrue avant les bœufs. Jeudi, il a dit, monsieur, je vous lance un appel à déposer les armes. Il met en place des structures. Le CDDR est une structure où on vient déposer les armes, on les accueille, on les reçoit, on les identifie, on retire les armes, ensuite on les éduque pour les réinsérer. Donc c'est un organe qui a, si vous voyez, si vous voulez, une fonction hétéroclite ou multiforme. Le président de la République, quand il le fait, lui, il est soucieux de l'unité nationale. Et puis je veux vous dire, il avait dit dans un discours à Maroua, le président de la République a dit exactement ceci: l'État a le devoir d'assurer la cohésion et l'unité nationale, mais n'a pas les moyens d'extirper des esprits, les rivalités, les malentendus, les rancœurs, voire des sentiments de rancune inutiles. Monsieur dit, pour vous serez là-bas, si les gens ont des problèmes de rancune, vous ne pourrez pas les extirper. Votre devoir, le devoir de son excellence, monsieur le président de la République, c'est de mettre en place des structures en fonction des informations qui lui parviennent, en fonction des pouvoirs qui sont les siens, qui permettent de régler les problèmes. Quand on a mis en place ces CDR, les gens ont dit non, on a mis la charrue avant les bœufs. L'Église catholique a promis que bon, nous on va organiser une conférence. Ils ont dit, on a dit non, les réunions publiques sont libres. À un moment, ils se sont trouvés coincés, ils ont reporté. Parce que vous croyez que ça paraît très facile, c'est une crise qui est suffisamment grave. Elle met en cause l'unité nationale. Et elle démontre à suffire, je l'ai déjà suffisamment expliqué, que nous ne sommes pas d'accord sur le minimum consensuel. Le minimum consensuel dans un pays, c'est l'État. La valeur suprême dans un pays, c'est l'État. Nous devons d'abord être d'accord sur l'État, la nation camerounaise. Si vous n'êtes pas d'accord sur l'État, si vous remettez en cause l'État, ça veut dire qu'il y a une véritable crise d'identité. Et ce genre de crise, pour les régler, ça demande toujours de passer par doses, comme vous disiez tantôt, homéopathiques. Ça demande d'aller par étapes pour régler les problèmes en fonction des urgences, en tenant compte des réalités sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas prendre une mesure brutale sans avoir, si vous voulez, la totalité de la réalité. Ça, c'est le processus décisionnel. Ça, c'est un élément qui entre dans le processus décisionnel. Avoir la connaissance de la totalité de la réalité. Didier Ndengue, on se souvient que le cardinal Toumi et ceux qui l'avaient accompagné pour la mise en place de la conférence générale anglophone avaient, le 25 juillet, parlé de la libération préalable, hein, Ouais. la libération de certains détenus, tous ceux qui étaient détenus dans le cadre de cette crise. Est-ce qu'à travers l'acte d'aujourd'hui, on peut entrevoir la tenue effective de la conférence générale anglophone? C'est vrai que la mesure du président répond aussi aux revendications de cette conférence qui devait se tenir. On ne peut pas dire que c'est une réponse directe aux réclamations de Christian Toumi, mais je me dis que ça va dans le même sens. Même dans le cadre de la présidentielle 2018, nous avons eu des candidats qui faisaient des propositions allant dans ce sens-là. Je me dis que le président de la République répond, en fait, il essaye de prendre toutes ces propositions-là pour pouvoir les mettre en œuvre sur le terrain. Donc maintenant, après avoir dit cela, je me demande comment le président de la République, après avoir créé des commissions comme la commission qui est gérée par l'ancien Premier ministre, il y a cette commission qui sera gérée par l'ancien gouverneur de la région du littoral, Fayongo Francis, et je me demande comment il fait pour évaluer les activités de toutes ces commissions, parce que elles sont là, hein, mais on a l'impression que ça ne bouge pas. On dirait qu'elles sont juste là pour essayer de calmer le jeu, mais sans toutefois agir sur le terrain. On parle du dialogue, on parle de la cohésion sociale. À ce jour, peut-on nous
fait le bilan des activités de la commission gérée par Peter Mafani Missongue. C'est autant de choses. Les Camerounais voudraient que ça bouge, que les choses aillent rapidement. Il faudrait plus qu'on reste qu'on accepte ce statu quo, qu'on ait l'impression que... Vous avez oublié le plan d'assistance humanitaire. Justement, c'est autant de choses. Il faudrait bien qu'on nous présente le bilan de toute structure mise sur pied par le président de la République et nous disent ce qu'elles ont réellement produit dans le cadre de cette crise anglophone. Ok. Alain Djibo, on parle des affaires pendantes devant le tribunal militaire. Est-ce que Sissoko Ayou peut le voir libre? Avant de répondre directement à votre question... C'est ça que tout le monde attend. Hein? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler quelque chose pour la gouverne de nous tous ici sur ce plateau, pour dire que la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, la commission de désarmement, de démobilisation, réinsertion sociale, toutes les commissions qui avaient été mises en place dans le cadre du fameux dialogue n'ayant pas abouti à la décrispation tant souhaitée, démontrent à suffit que c'était des mauvaises réponses à des vraies préoccupations. Je vais expliquer pourquoi. Le peuple anglophone a exprimé un certain nombre de problèmes et a exigé que la résolution de ces problèmes-là se passe au moyen d'un dialogue inclusif. On n'a jamais eu une instance de dialogue inclusif dans ce pays. On n'a jamais eu un cadre de concertation pour discuter de la forme de l'État dans ce pays. Le régime s'est braqué en disant il n'y a pas de débat sur la forme de l'État. Il n'y a pas de discussion à mener avec des voyous qui attaquent les institutions républicaines. Il n'y a pas de dialogue possible. Et donc, le régime a laissé pourrir une situation qu'il aurait dû maîtriser depuis 2016. Aujourd'hui, comme le bateau semble prendre de l'eau de part en part, on essaye de tenter des solutions à l'aveuglette. On crée ceci alors que ce n'est pas ça la solution attendue. On crée cela, on multiplie les gadgets, on multiplie les postes de dépenses pour justifier qu'il y a une volonté de pouvoir solutionner cette crise. Or, en réalité, le vrai problème reste entier. Ces gens qui, aujourd'hui, ont pris les armes, voulaient discuter avec le pouvoir public de vive voix sur leurs conditions de vie existentielles, bien entendu. Et maintenant, pour répondre directement à votre question, est-ce que Sissoko Ayou sera libéré? Je crois que c'est le vœu de tout le monde. Et sa libération va montrer qu'effectivement, on est en train d'amorcer une étape vers la résolution pacifique de cette crise. Voilà. Ce qui n'enlève en rien ce que j'ai dit précédemment. Voilà, il nous a rejoint sur ce plateau, Maître Bitton, bienvenue. Merci. Voilà, on parle de ce communiqué qui a été lu il y a quelques heures, communiqué du ministre secrétaire général, le président de la République, qui annonce que le président de la République a décidé ce jour de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre un certain nombre de personnes arrêtées pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud. 289 personnes. Votre réaction? Bon, mais je crois que on ne peut qu'être heureux de voir que le pouvoir lâche du lest et que ça concerne, enfin c'est là une mesure d'apaisement. Mais je dis encore que de mon point de vue, et puis vous savez que je ne fais pas dans la langue de bois, lorsqu'on parle de paix, c'est qu'il y a la guerre. Et lorsqu'on parle de guerre, on envisage forcément la paix. Mais il y a des voies de sortie pour la paix. Un peu partout, moi parmi, n'est-ce pas, les activités que je fais, je suis instructeur dans les écoles militaires. L'école de guerre. L'école de guerre, j'ai fait des conférences. À EIForce, j'ai donné des enseignements. À l'école de gendarmerie, à l'école nationale supérieure de police. Vous savez, quand on parle d'armistice,
ça veut dire qu'on s'est assis autour d'une table pour négocier, n'est-ce pas, la paix. Et moi, je ne sais pas pourquoi les Camerounais repugnent à se mettre ensemble pour dialoguer. Un peu partout, vous avez vu, hein, je suis obligé de faire une digression, Macron est obligé de négocier avec tout le monde. Et avant lui, Sarkozy, Hollande, même avec les lycéens, on négocie, on dialogue. Parce que, vous savez, le président de la République est l'élu du peuple. Et il rend compte au peuple. Lorsque on prend des solutions intermédiaires, n'est-ce pas, ça ressemble à du saupoudrage. Alors que le peuple a besoin de communiquer avec, n'est-ce pas, celui qui le représente et qui est comptable devant lui. Donc, moi, je crois que cette affaire de dialogue, tout le monde en parle, n'est-ce pas, et on a l'impression que le pouvoir fait la sourde oreille. Et je dis que une vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut une vie humaine. Oui. Vous voyez, on a souvent dit qu'il vaut mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre. Oui. Parce que le jour de guerre, ma foi, le bilan est très lourd. Donc, je crois que ça, c'est des solutions d'apaisement, mais sachez qu'il y a certains qui sont en liberté ou en dehors de la zone de conflit. Oui. Mais il y en a, ceux de la zone de conflit attendent. Et tant qu'on ne se met pas autour d'une table pour mettre les conditions de rentrée, n'est-ce pas? On parle de déposer les armes. Bon, certains vont peut-être les déposer, mais d'autres attendront ce qu'il leur arrivera. Est-ce que dans la négociation, on va parler des conditions d'amnistie générale ou alors de réinsertion, n'est-ce pas, dans les forces armées? Bon, il faut bien que ce soit des solutions négociées et vraiment autour d'une table. Hein? C'est tout le monde qui en parle. Faisons que peu importe le qualificatif, que ce soit la conférence nationale, que ce soit le dialogue national, pourvu que, n'est-ce pas, les protagonistes se mettent ensemble. En fait, il n'y a même pas de guerre parce que c'est les Camerounais contre les Camerounais. Oui. Bon, c'est vrai, il y a la guerre parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des conflits armés, oui. Mais il est question pour le président de la République de rassembler ses enfants. Il y a parmi les enfants les mauvais, les bons, les méchants, c'est ça. Ok. Maître Tegem, je crois que l'idée revient de plus en plus, hein, le dialogue autour d'une table. Il faut que les Camerounais se retrouvent autour d'une table. C'est Jalin, moi, j'ai le sourire en coin. Parce que quand on dit dialogue, ça veut dire qu'il y a deux protagonistes. Vous ne voyez toujours personne de l'autre côté? Excusez-moi, si vous en connaissez, dites-nous qui sont ces personnes. Comment ça? Vous en connaissez? Peut-être que vous en connaissez, vous me le dites. Parce que je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure. On avait libéré le confrère. Pour vous, Sissoko Ayouk n'est pas un leader, vous ne pouvez pas discuter avec Sissoko? Je ne sais pas si M. Sissoko représente au niveau des sécessionnistes, il est leur leader. Mais je ne suis pas certain qu'il le soit. Comment ça? Vous dites, puisque, est-ce que vous croyez, il se retrouve dans est-ce que vous croyez, parce que l'État a décidé de mener une enquête et d'entendre certaines personnes, il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Quand vous dites pourquoi il se retrouve, il est présumé innocent. Jusqu'à présent, il n'a jamais été jugé. Oui. Il bénéficie encore de la présomption d'innocence. On ne peut pas dire qu'il est un leader sécessionniste, ni dire qu'il est l'auteur des actes sécessionnistes ou des actes terroristes. Vous ne pouvez pas le dire. On parle de leader, on ne parle pas de... Bon, lorsque vous dites... l'auteur. Excusez-moi, vous dites leader. On avait libéré... Il reste un leader quand même, non? J'ai dit encore une fois, on avait libéré Fontem. Oui. On a libéré le confrère Abombala. On nous a dit que c'était des leaders. Mais depuis qu'ils sont libres... Vous ne pouvez pas discuter? Depuis qu'ils sont libres, on les a appelés. On a discuté avec eux. Il y a eu des négociations. Ils ont été libérés. Il y a eu des négociations à Yaoundé avec les responsables. La Commission nationale de promotion est descendue sur le terrain, même à Bamenda. Est-ce que vous ne le savez pas? C'est moi qui dois vous le dire. C'est ça le dialogue? C'était pas un organe. Les Camerounais réclament. Excusez-moi, lorsque vous dites qu'il faut dialoguer, pour vous le dialogue c'est quoi? On se retrouve autour d'une table. L'ancien Premier ministre était à Bamenda. Il a discuté avec des gens à Bamenda.
Et pendant qu'ils discutaient, je pense qu'il a même été à Boyaou, il a eu des discussions, les Fontaines étaient là. Mais eux, ils disent qu'ils ne sont pas les leaders sécessionnistes. Ils le disent clairement et nettement. Lorsque vous dites qu'il faut dialoguer, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait d'un côté, enfin, il faut que tous les protagonistes s'asseyent autour d'une table. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, de l'autre côté, quelqu'un sur ce plateau est capable de dire que de l'autre côté, voici un leader sécessionniste. On a entendu, monsieur, vous parlez de monsieur, celui qu'on a entendu, monsieur Sissoko. On l'a entendu l'autre jour, il a dit que non, il veut rentrer dans son pays. C'est vous qui en avez fait l'écho. Il n'a pas dit que, il dit que moi je vais rentrer dans mon pays, c'est tout. Donc, lorsque vous dites dialogue, j'ai dit, c'est très facile. Si l'un d'entre nous a une solution, mais qu'il la propose, toutes les propositions sont entendues. Le président de la République est à l'écoute permanente de son peuple. Le président de la République est le premier vainqueur, le premier gagnant de la pacification dans les régions sinistrées aujourd'hui. C'est-à-dire que si la zone est pacifiée, monsieur le président de la République sera le premier à récolter les fruits de cette pacification. Parce qu'il y va de son intérêt, il y va de l'intérêt de ce pays, il y va du pouvoir que les Camerounais lui ont transmis pour défendre l'unité et l'intégrité du territoire. Alain Djipo, c'est quand même, on dit qu'il n'y a toujours pas de leader avec qui on puisse discuter. Non, voilà pourquoi il n'y a pas de dialogue. Ce n'est pas ça le débat. Je crains seulement... Non, vous voulez qu'il y ait un dialogue. Excusez-moi, je veux dire pas le débat de fond. Je veux dire quoi? Parce qu'ils disent qu'il n'y a personne en face pour dialoguer. Non, c'est faire preuve d'une myopie intellectuelle que de penser qu'il n'y a personne en face. Ceux qui maîtrisent plus ou moins bien la sociographie des acteurs politiques de la crise anglophone savent qu'il y a au moins 3 grands groupes sociologiques et politiques, 3 grands groupes idéologiques dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les tenants de la thèse séparatiste, ce qu'on appelle les sécessionnistes, les tenants de la thèse du fédéralisme, les fédéralistes, et ceux qui sont favorables à l'unité, à l'État unitaire. Au moins ça, c'est des personnalités qui ont des idéologies bien connues. On peut les retrouver. Il ne suffit pas de nommer-les. C'est ce que moi j'attends. Il ne suffit pas de dire, tout le monde sait. Nous savons tous, pardon, vous avez interrompu. Nous savons tous qu'il y a les fédéralistes, il y a les sécessionnistes, il ne suffit pas de le dire. Chaque idéologie a son leader. Excusez-moi, monsieur. Ces 3 grands groupes-là. Vous allez finir. Dites-nous que pour les séparatistes, voici le leader. Pour les fédéralistes, voici le leader. Et pour les gens qui sont pour le maintien à l'unité nationale, alors, voici le leader. Dites-nous, donnez des noms. Il ne suffit pas. Je vous dis, le cadre de dialogue... Vous ne le connaissez pas? Le cadre de dialogue a été mis en place par M. Est-ce que vous ne le connaissez pas? Vous ne le connaissez pas? Vous le connaissez, vous? Non, vous ne le connaissez pas. Je ne parle pas de Maître Tegem. Je dis vous qui trouvez qu'il n'y a personne en face de vous. Vous ne le connaissez pas? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il serait très imprudent de ma part de dire que tel est un leader sécessionniste, tel est un leader... Il y en a qui s'affichent. Donc, peut-être que vous en connaissez. Ah, c'est un leader qui s'affiche. Mais bien sûr, vous venez de parler de Sissoko Ayou qui dit qu'il ne se reconnaît pas. C'est un leader ambazonien. Ça veut dire qu'il est... Excusez-moi. Le SIRH pour le fédéralisme, mais ça c'est connu. Vous le connaissez pas, les gens Foundi. Mais vous vivez à la planète. Maître, vous vivez à quelle planète? Revenez sur Terre. Le centralisé, on peut prendre le maire et Kema de Boya. Monsieur Foundi était à la réunion de Bamenda. Il a parlé au Premier ministre. Et le Premier ministre a fait le compte rendu de la réunion. Quand vous dites qu'on n'a pas le don, si c'est lui le leader, il était à cette réunion, mais la guerre continue. C'est pas ça le dialogue. Mais Serge Alain, moi je dis... Alain va terminer son propos. Allez-y d'abord. Maître, chers confrères, je ne sais pas, la crise anglophone ou cette crise n'est pas la première au monde, ni la dernière. Nous savons qu'il y a les FARC en Colombie. En Colombie, nous savons que au Sénégal, il y a la sécession de la Casamance. Et en Espagne, il y a beaucoup de Catalans. Mais lorsque on doit se mettre autour d'une table, ce ne sont pas forcément les leaders qui vont se mettre au front. Parce qu'on peut les prendre et en finir. Mais il suffit d'être ouvert au dialogue. De dire que voilà, nous sommes d'accord pour le dialogue. Par exemple, le dialogue que les religieux, n'est-ce pas, le cardinal Toumi et les autres ont voulu lancer, c'était une bonne chose. Mais maintenant, il fallait donc
accepter déjà le principe du dialogue et ensuite fixer, n'est-ce pas, la date et le lieu, et puis demander aux intéressés d'envoyer les représentants. Et ce n'est pas les leaders qui vont se mettre au front pour dire nous voici et tout. Non. Je crois que le principe avait été acquis. Hein. Le ministre Chiroma, dans une sortie, a dit que toute initiative allant dans le sens de la paix est la bienvenue. Oui, mais la bienvenue, ça c'est des paroles. Vous mettez en doute la parole de Non, Issa Chiroma, c'est pas sa parole qu'on veut. On veut la parole du président de la République. Il est le porte-parole du gouvernement. Porte-parole, c'est autoproclamé. Voilà. Hein? Mais personne ne l'a jamais enlevé ça. Nous avons dit ça. Personne ne l'a jamais enlevé ça. Hein? Oui, mais bon, on le lui concède. Mais je dis, ce n'est pas avec Issa Chiroma qu'on va discuter. C'est pas avec le Premier ministre. C'est pas avec, même s'il y avait le vice-président. C'est le président. C'est le président. Et pourquoi, lui, le père, ne peut pas rassembler ses enfants pour discuter avec eux, leur dire, mais quel est le problème? Il y a des problèmes de fond qu'on devrait poser et qui ne seront pas résolus par les ministres ou les porte-paroles. Mais non, il ne faut pas croire que le Cameroun n'est pas né avec cette crise. Il y en a partout et on voit comment les autres résolvent leurs problèmes. Mais le président a parlé à ses enfants le 6 novembre. Ah, ça c'est pas parler aux enfants, ça c'est le discours. Et en combien de temps? Parfois 6 minutes, 12 minutes, et vous savez. Non, son discours d'investiture, c'était pas 6 minutes. C'est pas ça parler. Vous voyez les chefs d'État descendre, n'est-ce pas? Oui. Ça c'est autre chose. Oui. Mais aller au contact de la population. Alors, et notre chef d'État s'est dit même meilleur élève de la France, mais il faut copier les Français. Les présidents français dialoguent beaucoup. Okay. Et c'est pour ça que les problèmes sont résolus, n'est-ce pas? Pour finir mon propos. Oui, pour finir, après Didier Ndegué. Non, je voudrais juste rappeler également que dans toutes les parties du monde où il y a des situations conflictuelles, à l'image de ce qui se vit dans nos régions anglophones, on a vu comment on a procédé. La commission de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale arrive toujours après que les armes aient été déposées. On ne crée pas une condition de désarmement pendant que les armes crépitent. Non, c'est un non-sens politique. Donc on a vu cela en Centrafrique, on a vu un peu partout où il y a eu des conflits, en Afrique et puis en dehors du continent africain. Comme pour dire que, en réalité, on n'est pas dans une dynamique d'ensemble, de résolution globale. La fameuse phrase du chef de l'État qui dit « à menace globale, riposte globale ». Il faut bien qu'il mette ça en évidence dans ce cadre de la crise anglophone. Il ne faut pas procéder par dose, je me répète, par dose homéopathique. Quand l'urgence commande qu'on agisse ça vraiment de manière globale et globalisante en fait. Ok. Didier Ndegué, cette mesure, comme je le disais tantôt, on espère que si ces leaders sont libérés, imaginons un peu la suite. Ça va s'arrêter? Les hommes vont arrêter de crépiter de ce côté-là? Avec ces 289 personnes qui, en principe, doivent recouvrer la liberté dans les heures à venir. Je pense que personne ici en plateau n'est dans les secrets de Dieu. Je me dis que le président, personne ne s'attendait à cette mesure du président de la République. Pourquoi? Mais on demande ça depuis la libération. Bien sûr, pourquoi on ne s'attend plus? Mais en fait, c'est une revendication de la société civile, des partis politiques de l'opposition, mais on n'attendait pas cette décision aujourd'hui. Ah bon? Jeudi. Le président a supplie tout le monde. Effectivement, vu que même à la dernière minute, on a changé le thème de cette émission. Donc vous voyez que le président surprend toujours, il agit un peu comme, juste pour rejoindre André Meka, il agit un peu comme Dieu. Donc à tout moment, il peut prendre certaines mesures. Je vais rejoindre pour une fois Maître qui dit qu'en face, il n'y a pas un leader, un interlocuteur crédible avec qui les pouvoirs publics peuvent dialoguer. Et pour aller dans le même sens que Maître Biton, il a pris certains exemples en Espagne, au Sénégal, où on a eu des dialogues, et nous avons des gilets jaunes en France. Et c'est une actualité que je suis vraiment de près. Les autorités françaises ont dit
on ne peut pas dialoguer tant qu'il y a des armes qui circulent ou alors des mécontentements quand il y a la manifestation. Il faudrait bien qu'on ait des personnes crédibles. Et vous voyez, en France, on a des gilets jaunes qui partent dialoguer avec le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Donc vous voyez que c'est organisé. Mais dans le cadre de la crise anglophone, vous avez Ayoub Tabé qui dit « je veux retourner chez moi ». Chez moi, c'est où? C'est de l'autre côté de la frontière. Et vous avez d'autres personnes... Quelle frontière? Bon, de toute façon, vous avez je sais pas trop, moi. Donc, vous avez d'autres personnes qui veulent bien... Je ne veux pas prononcer le nom de son pays parce que il a dit ce n'est pas à Equinox de faire la promotion de son pays. Je me dis qu'il faudrait que les séparatistes présentent aux autorités des personnes qui semblent crédibles, des personnes avec qui dialoguer. Et il faudrait aussi que du côté du gouvernement et qui ait je sais pas, des mesures qui permettent d'appeler ces personnes-là autour d'une table pour pouvoir dialoguer et prendre d'autres mesures qui vont être mises en application immédiatement. Parce que c'est ce qu'on attend, des résolutions concrètes. Voilà, merci Didier Ndegué. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. On peut imaginer ce qui fait la grande une, Cédric Noufélé. Vous l'avez dit, le président de la République qui annonce l'arrêt des poursuites judiciaires contre 289 personnes qui sont jugées devant les tribunaux militaires pour des délits commis dans le cadre de la crise anglophone. L'annonce de cette décision peut-elle apaiser les tensions sur le théâtre de la crise anglophone? Dans le journal de 20h, vous suivrez que la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver, notamment à Tchang, dans le département de la Menoie, là où plus de 3000 familles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles viennent de recevoir l'assistance de la part de la Croix-Rouge camerounaise qui dresse un bilan inquiétant à cet effet. Nous évoquerons également ce rapport 2018 de la Banque mondiale qui revient sur les dérapages budgétaires observés au Cameroun. Les dépenses sociales ne bénéficient pas assez d'accords et d'attention particulière de la part du gouvernement. C'est le constat fait par la Banque mondiale dans son rapport 2018 sur les dépenses publiques au Cameroun. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et les chantiers prioritaires du nouvel homme fort de l'instance fêtière du football camerounais. Nous en parlerons également ce soir dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Madame, monsieur, c'est dans une poussière de secondes. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos quatre... Bienvenue sur le plateau une fois de plus, c'est Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Didier Ndengue, Maître Georges Tegem, Alain Djipo et Maître Martin Biton. Maître Biton, dites-moi, après 6 années de balbutiement, on va dire comme ça, depuis 6 ans, l'Africa Foot ne se portait pas bien, en normalisation, des présidents, en normalisation, on est retombé. Mais depuis hier, c'est Mbombo Djoya est à la tête. Comment vous avez accueilli cette élection? Bon, il faut dire, Serge Alain, je suis un ancien footballeur, oui. Peut-être à un niveau moindre, n'est-ce pas? Dans mes années de junior au lycée, j'ai été présélectionné avec les Djemba et Lemva que vous avez pu connaître. Et j'ai été membre de la commission des rencontres internationales à l'Africa Foot du temps du ministre Mbombo Djoya. Oui. J'ai même été emmené en Égypte pour la Coupe de 86. Oui. Nous étions à Alexandrie et on a perdu à la finale au Caire. Bon, moi-même j'ai été secrétaire général, trésorier général de la Fédération camerounaise de tennis de table. J'ai gagné des coupes, parlons plus de lawn tennis, où j'ai gagné également des coupes comme vétéran. Ça veut dire que je suis de très près les activités sportives et notamment du football. Évidemment, ces derniers temps, je me suis retiré parce que de notre temps, vous voyez, j'étais fonctionnaire, je payais mon billet pour aller
en Égypte. Aujourd'hui, on se déchire parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'argent autour. Et une fois de plus, n'est-ce pas, voilà un journal où on dit la famille de football se déchire. J'espère que ce sera pas le feuilleton Abdourahmane qui va s'engager, espérons-le. Mais il faut dire que... Non, ça c'était avant l'élection. Oui, bon. C'est de Mbombo Diop. D'accord. Donc, espérons que la nouvelle équipe va apporter la sérénité, va ramener, oui, n'est-ce pas, les choses à la normale, parce qu'il faut dire que ce n'était pas normal. Oui. Hein, le comité de normalisation. Voilà, le comité de normalisation, je ne sais pas ce qu'il a pu normaliser, mais vous savez ce que les gens disent tout autour. Tout compte fait, je crois que ceux qui sont, n'est-ce pas, les mordus du ballon rond, de football, vont un peu souffler et en attendant voir ce que ça va donner. Parce que nous sommes habitués, n'est-ce pas, à des guerres de chiffonniers autour surtout lorsque l'argent, des milliards sont en jeu, comme à la FECAFOOT. Bon, j'espère que ce n'est pas la FECAFOOT, comme certains ont... c'est donc dire que, en fait, si l'équipe qui vient peut s'occuper de football, dans le sens de l'éthique footballistique, dans le sens du fair play, parce que il me semble que le fair play n'est pas au programme, même au plus haut niveau. C'est-à-dire, Ahmad, il a malheureusement, il a fait montrer à la face du monde qu'il n'est pas un haut dirigeant du football africain doté de fair play. Puisque, comment ça? Ben, il a annoncé, on savait qu'il en avait après Issa Hayatou. Et que, comme Issa Hayatou a retiré, n'est-ce pas, la coupe c'est junior au U17, U17. Prouvé, ça c'est... non, mais ça, puisque lorsqu'il vient déclarer, par exemple, que le Cameroun n'est pas capable d'organiser même la CAN à 4 personnes, je crois que c'est quand même insulter un grand pays de football africain. Donc il a eu tort de dire le 30 qu'on n'était pas prêt? Oui, mais le 30, qu'est-ce qui a fait qu'on ne soit pas prêt? Il y a pour quelque chose. Parce que c'était la coupe à 16. C'était la coupe à 16. Mais on a accepté la coupe à 24. À 24, il savait très bien que... Est-ce que la faute lui revient donc? Mais est-ce que on aurait pu dire que en donnant un délai aussi court, il ne devait pas aussi donner les moyens pour non, que... au contraire, on nous a donné du temps. Quel parce temps? qu'on a eu 24. Oui, bon. Ça, en tout cas, là-bas, les torts sont partagés. Mais je veux dire que, quelque part, il a, n'est-ce pas, assouvi son idée de vengeance. Et non, il a trouvé un terrain fertile. Ça, c'est pas prouvé, ça. Mais je vais vous dire ceci. Il a dit que c'est toute la commission qui, en fin de compte, a prononcé le retrait de la coupe de la CAN oui. Au Cameroun. Et son vice-président, le Congolais, est monté au créneau pour dire qu'il n'a même pas participé au vote, comme pour dire qu'il était en retrait par rapport à tout cela. Okay. Mais ce qu'on constate, c'est que maintenant il est venu annoncer que on pourrait donner la CAN de 2021 au Cameroun. Voilà, restons sur la... Depuis quand le comité s'est réuni pour qu'on prenne cette décision? Ça veut dire que c'est lui qui tourne les ficelles. Sur Sédou Mbombo Diop. Voilà. Pour Sédou Mbombo Diop, je crois que vraiment, moi je souhaite que les Camerounais taisent leur querelle de quartier, de clocher, et qu'on laisse travailler cette équipe qui vient d'arriver. Parce que moi je dis que ça a été Joseph-Antoine Bell ou Sédou Mbombo Diop, c'est des gens qui connaissent la maison, qui sont habitués à cette chose et qui ont vu les autres équipes échouer. Ils n'ont pas n'ont pas droit à l'erreur. Ok. Voilà. Maître Tegem, votre camarade a gagné parce que le ministre Grégoire Ronan disait qu'il soutient son camarade. C'est Mbombo Diop. Écoutez, je ne veux pas mêler la politique à l'élection qui s'est déroulée hier. Non, on reprend la parole
Grégoire Wona, qui dit qu'il préfère soutenir son camarade. Quand il viendra ici, vous lui poserez la question. Pour ma part, je préfère dire qu'il faut que la sérénité revienne dans la maison football au Cameroun. Espérons que la victoire de M. Seydou Mbongo-Moundia va permettre à l'Africa Foot, qui est en crise depuis 1994, de se remettre sur pied. Je rappelle que c'est en 1994 que la crise est née à l'Africa Foot, lorsque les gens se sont réunis à Bonamoussadi pour dire, sous le couvert de la FIFA, que le gouvernement n'avait pas désigné un footballeur qui était président de la fédération. Puisque quand on se réunit à Bonamoussadi en 1994, le président de l'Africa Foot s'appelle M. Pascal Baelan-Wona, qui était un grand footballeur en son temps. Quand on s'est réunis, les Camerounais nous avaient imposé une cohabitation. Parce que ça, c'est des choses qu'il faut également dire. Les Camerounais nous avaient imposé une cohabitation. Donc le gouvernement, monsieur le président de la République, avait un ministre des Sports qui n'était pas du même bord politique que lui. Le ministre des Sports, le jour où il installait ce bureau qui avait été formé à Bonamoussadi, était vêtu de blanc. Il me souvient que dans son discours, il avait dit « Je suis en blanc, signe de la propreté ». On a commencé à dire que la FIFA peut, le gouvernement ne peut plus. François de Bernard. Que Dieu son âme. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, j'espère, et souhaitons, pour la bonne image du Cameroun et pour la prospérité de notre football, pour sa grandeur, pour son rayonnement, que cette arrivée soit consensuelle, que les querelles se taisent, pour que le football avance. Ok. Didier Ndege, rapidement un mot sur la nouvelle équipe que va conduire Seydou Mbongo-Moundia. Juste souhaiter bon vent au nouveau président de l'Africa Foot, et qu'il se rappelle toujours que les jeunes Camerounais ont encore envie de rêver. Tous ces jeunes-là qui ont aimé le football, un peu comme Didier Ndege, veulent avoir une image de football professionnel, un peu comme au Brésil à l'époque de Patrick Mboma dans les années 2099, 2005 et bien d'autres. Donc je pense que le président Seydou Mbongo-Moundia a une lourde charge de redorer le blason et surtout de faire en sorte que ces clans-là qui se déchirent à travers les médias, interposer et essaient un peu de nous présenter une vraie image et une image constructive du football camerounais. Tout ce que je souhaite au nouveau président, c'est la sérénité et surtout beaucoup de positivité dans ses activités. Okay. Alain Djipo, pour terminer, juste pour dire que je souhaite tout simplement qu'on l'en sorte des débats autour du football sur les plateaux de télévision, dans les salons feutrés, dans les allées de pouvoir, pour aller au stade, parce que le foot, c'est sur la pelouse. Et qui dit pelouse dit un spectacle. Qui dit spectacle dit des acteurs. Il faut que ces acteurs-là soient des professionnels aguerris à la tâche, qui aiment le métier qu'ils ont choisi. Et tout cela relève de la responsabilité de la nouvelle équipe dirigeante à l'Africa Foot, qui devra faire des mains et des pieds pour revaloriser ce football que nous aimons bien, en mettant l'accent sur la formation des jeunes, la politique de développement des infrastructures, la professionnalisation et la féminisation à grande échelle de ce football. Voilà, M. Tegem, le communiqué du secrétaire général est clair. Il dit « Le président a décidé ce jour de l'arrêt des poursuites devant les tribunaux militaires contre un certain nombre de personnes arrêtées pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. » Je vais, Sissoko Ayouk, on sait que c'est depuis le début de l'année qu'il est au Cameroun avec les autres. La première comparution, c'était le 6 décembre. Il a été renvoyé le 10 janvier avec 11 chefs d'accusation. Je vais les lire. Apologie des actes de terrorisme, sécession, financement des actes de terrorisme, complicité d'actes de terrorisme, révolution, insurrection, hostilité contre la patrie, bande armée, propagation de fausses nouvelles, atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, défaut de carte nationale d'identité. Est-ce que pour vous, tout ça rentre dans le cadre des délits? Écoutez, je préfère ne pas parler de l'affaire Sissoko, parce que les affaires pendantes devant la juridiction, on ne les commente pas. Et il vaut mieux attendre, en respectant sa présomption d'innocence, la décision de justice.
Maintenant, s'il faut commenter le communiqué de son Excellence, le communiqué qui a été pondu par Monsieur le ministre secrétaire général à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a indiqué dans le communiqué délit. En matière pénale, l'interprétation est stricte. Quand on dit délit, c'est délit. Il faut distinguer les crimes, les délits, les contraventions. Si on dit délit, c'est délit, ça veut dire a priori que les crimes ne sont pas concernés, ni les contraventions. Peut-être sous le principe de c'est même pas applicable, la loi pénale plus douce, mais c'est pas applicable. Moi je pense que quand on a dit délit, le droit pénal est en interprétation stricte, il faut se limiter au délit. Je ne veux pas commenter le cas de M. Sissoko parce que la cause est pendante devant les juridictions et il ne m'appartient pas, à ma qualité d'avocat, de commenter les causes pendantes devant les juridictions. Maître Biton? Bon, si vous ne commentez pas, oui, on veut savoir. Hein. Vous savez, il est des sciences qui ne se contredisent pas. Le droit fait partie de... Donc si mon confrère a dit ce qu'il a dit, ça rentre en droite ligne dans la politique des hommes de droit. Et je crois que on a l'habitude de transposer, n'est-ce pas, les problèmes sur les plateaux de télévision, dans les médias, les journaux, et parfois sans prendre les précautions nécessaires pour pouvoir en parler. Je crois que, parce que vous savez, les gens au profit desquels on a fait l'arrêt des poursuites, on a égrené le même chapelet, n'est-ce pas, et des délits et parfois des crimes pour après aboutir à ce que nous avons vu. Alors, si faut que tout ça, ce soit pour ça, alors je crois que ça vaut pas la peine de commenter là-dessus. Vous avez compris quelque chose, vous, Alain Dupont, tout ce qui se passe? Les juristes sur ce plateau nous ont donné des raisons qui sont objectivement recevables, que les affaires pendantes ne sont pas l'objet de commentaires ni sur les plateaux de télévision ni dans les médias. Donc je ne voudrais pas commenter, mais juste pour rappeler quand même que beaucoup espèrent que ce monsieur soit véritablement libéré, parce que cela va permettre de maximiser les conditions de détente que nous souhaitons dans cette crise qui perdure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et je voudrais au passage également rappeler que lorsqu'on avait, le chef de l'État avait décidé de libérer la première vague parmi lesquelles des personnes détenues à l'époque, parmi lesquelles les maîtres Abobala, maître Fontaine, etc. J'ai eu comme le sentiment que la directive présidentielle n'avait pas été appliquée entièrement à la lettre, parce qu'on a eu droit à une libération quelque peu à tête chercheuse. Or, l'instruction consistait à vouloir, à dire clairement que ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire-là recouvrent leur liberté. C'est pour cela que, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup sont encore en détention. Et si le communiqué dit qu'il y a 289 personnes, je n'ai pas la faiblesse de penser que dans toutes les prisons du Cameroun où ces personnes étaient en état d'arrestation, il n'y a que 289 personnes. J'ai la faiblesse de penser qu'il y aurait bien encore des mécontents lorsque on va nous dresser la liste des personnes bénéficiaires, n'est-ce pas, de ces largesses. Ok. Didier Ndeguen, une libération de 289 détenus demain sans ce qu'on attend. Oui. Parce que ça peut jouer dans la résolution définitive du conflit. Si on ne voit pas certains noms, voilà, pour faire simple. Je pense que c'est une mesure pour apaiser. Les avocats ici en plateau l'ont dit, et les autorités judiciaires ont sûrement des éléments pour pouvoir arriver à une sortie effective de cette crise.
peu importe le temps que cela prendra, et sûrement Tabé qui, moi je reste sur les premières opinions de l'avocat juste à ma gauche, qui disait qu'il n'a pas... Oui, Maître Tégué, qu'il veut retourner chez lui. Et du coup, vous avez dit dans les chefs d'accusation qu'il n'avait pas de carte d'identité de la République du Cameroun, donc ça cause problème. Et là, commenter cette affaire relève vraiment, c'est suicidaire pour le moment. Comment ça? Bon, en tout cas, moi en tant que blogueur, journaliste, pour le moment, je ne peux pas encore dire que je vais me prononcer de façon objective sur cette affaire qui est pendante. C'est Jalin, vois-tu. Oui. Tout à l'heure, tu as égrené un chapelet de faits qui lui étaient reprochés. Non, c'est pas moi, faut pas. C'est ce qui est sorti de l'audience du 6 décembre. Quand tu commences comme ça, tu rentres déjà dans le dossier et ça devient très compliqué. Ça se Mais c'est sur la place publique. Mais c'est pas parce que c'est sur la place publique que moi, avocat, je commande les causes pendantes. Non, je vous ai demandé si ça rentre dans ce qui est dit ici. Non. Ils seront libérés pour ce délit commis dans le cadre. Je vous ai demandé, vous en tant qu'expert du droit, est-ce que ce que j'ai égrené là, ça rentre dans ce cadre qu'on appelle des délits? Non, c'est Jalin. C'est pas commenté. Si on parle de la mesure prise par le chef de l'État, en tant que mesure allant dans le sens de l'apaisement, on peut en parler. Oui. Mais lorsque tu prends un cas particulier et tu veux rapprocher la mesure du chef de l'État avec ce cas, tu poses un problème qui est celui des commentaires sur une cause pendante devant une juridiction. Ça ne se fait pas. En tout cas, chez nous les juristes, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas chez nous. Maintenant, s'il faut aller attendez, on dit commis, on dit le communiqué du ministre est clair. C'est pourquoi j'ai dit des délits commis dans le cas de toutes les personnes. 289 personnes, parmi lesquelles Ayoub Tabé. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on pose la question? Quand c'est Jalin, ta question n'est pas mal posée. Voilà, simplement lorsque tu me rapproches avec un cas qui est pendant, c'est là où le problème naît. S'il faut commenter la décision de M. le Président de la République ou alors le communiqué de M. le ministre secrétaire général, on va te dire délit exclut les crimes. Quand on le dit, c'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui ne seraient certainement pas concernées. Mais on ne peut pas sur un plateau de télévision te dire ce cas est concerné alors qu'il est pendant devant un tribunal qui va statuer dessus. En attendant, le communiqué est clair. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense donnera la liste. Soyons patients, attendons. Mais quand on dit délit, c'est exclu les crimes. Oui, mais je dis, ça dépend du confort intellectuel, notamment sur le plan juridique. Parce qu'il y en a qui pensent que délit, c'est comme infraction. Parce que c'est l'infraction qui veut dire les trois, c'est-à-dire crime, délit et contravention. Bon, maintenant, s'il faut jouer sur le jeu de mots délit, nous savons que dans le cadre du terrorisme, il y a là-dedans des crimes. Bon, mais je dis, à ce niveau, je ne pense pas qu'on puisse s'adresser aux juristes, parce que là, c'est carrément politique. Hein? Voilà. Moi, je préfère encore qu'on parle, par exemple, de commission, justice, réconciliation et paix. Parce que là, on juge effectivement les gens, on les condamne, et maintenant quitte à l'autorité suprême, c'est-à-dire le chef de l'État qui a le pouvoir de gracier les gens, de les gracier. Mais là, au moins, on voit la vérité des faits. Parce que quand ça passe par la voie politique, il y a beaucoup de choses qui restent non dites. Et parfois, ça frustre les familles, ça frustre les victimes. Et il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qu'on aimerait au moins connaître pour, n'est-ce pas, faire la paix. Vous savez, on dit souvent que on ne peut pas soigner un abcès sans l'avoir éventré, sans l'avoir nettoyé et y avoir mis des remèdes. Cet abcès ne sera jamais, si vous voulez, il ne sera jamais guéri. Or, ici, je crois que
le pouvoir politique agit un peu sous le coup des pressions ou parfois internes, parfois externes. Hein, il y a beaucoup de suspicions qui rentrent en jeu et du coup, n'est-ce pas, on se perd. Je dis, pour ce cadre-là, c'est un abcès qu'il faudrait vraiment percer, vider de son pu et maintenant essayer de colmater les brèches, de soigner. Parce que, vous voyez, nous autres, nous représentons la société civile. Mon confrère est du RDPC, il y a des gens de l'opposition, les gens du pouvoir. Bon, si ceux qui nous gouvernent veulent que, par exemple, on se prononce pour savoir si les gens veulent le dialogue ou pas, il y a la voie référendaire. On n'a qu'à poser la question. Mais les gens vivent cela comme une frustration. C'est-à-dire que le peuple veut quelque chose, mais on ne le sollicite que lorsqu'il faut les élections. Maintenant, pour les grands problèmes, il faut quand même... Voilà. Merci, cher monsieur, d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci, Maître Teghem. Merci, Didier. Merci. Voilà. Merci, Alain Djipo. Merci, Maître Biton. Serge Alain. Voilà. Merci, madame, monsieur, de nous avoir, une fois de plus, accordé un peu de votre temps. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Yingui.